Dans son parcours de l'Ardenne au pays de Liège, l'Ourthe traverse plusieurs régions. À hauteur de Othon, elle est précisément à la limite de la Famenne et de l'Ardenne, et coupe à cet endroit de larges bancs de roches calcaires. Des parois hautes de 35 mètres situées en rive droite sont fréquentées par les grimpeurs qui s'y adonnent à l'escalade depuis 1935. Othon a donc un caractère naturel très particulier, grâce aux paysages typiques de la Famenne et de l'Ardenne qui s'y côtoient, mais aussi par les plateaux calcaires qui s'étendent de part et d'autre de la vallée, dans une nature assez sauvage où se développe une végétation spécifique. C'est dans ce cadre que se situent l'entrée et le bâtiment d'accueil de la grotte. Il y a plusieurs grottes dans la région de Othon, mais la plupart ne sont pas très longues. Toutefois, en 1958, une cavité inconnue est ouverte dans le front de taille de la carrière de Othon-Amptaux, en rive gauche de l'Ourthe. Rapidement, les spéléologues découvrent et explorent près de 2 km de galeries spacieuses et très jolies. Le carrier rebouche l'entrée, mais grâce à leur levée topographique, les spéléologues parviennent à ouvrir un nouvel orifice sur le plateau en 1962. C'est l'actuelle entrée de la grotte, l'autre étant définitivement condamnée sous des tonnes de rochers. On ne s'improvise pas spéléologue. Cette discipline demande un équipement adapté ainsi que du matériel spécial pour franchir les verticales avec de simples cordes de 8 mm de diamètre. Bien sûr, il est nécessaire d'avoir une sérieuse formation technique et une bonne connaissance du milieu pour franchir sans encombre tous les obstacles du monde souterrain. Grâce aux images qui suivent, vous pouvez confortablement installer plonger au plus loin dans les arcanes de la grotte de Othon, bien au-delà des galeries visibles par le public. C'est par une descente en rappel de 30 mètres depuis le balcon du réseau touristique que l'on atteint l'étage actif de la grotte, parcouru toute l'année par la rivière. Pour rejoindre les réseaux concrétionnés, il faut tout d'abord remonter un moment le cours de la rivière. Les bassins les plus profonds peuvent être évités par une technique de progression qui s'appelle l'opposition, et au cours de laquelle on utilise les deux parois. Tant en surface que sous terre, les phénomènes qui affectent le calcaire sont très caractéristiques. Ils sont dus à deux actions de l'eau. L'érosion, qui use et creuse mécaniquement le calcaire, grâce aux débris de roches plus dures que l'eau transporte, et la corrosion, qui ronge et dissout chimiquement la roche, grâce à l'acide carbonique contenu dans l'eau. Ce sont ces deux actions, érosion et corrosion, qui sont responsables de la formation des grottes au fil des millénaires. De 1958 jusqu'à nos jours, les membres du Spéléo Club de Belgique n'ont eu cesse de travailler dans la grotte à la recherche de prolongements et tout n'a pas été découvert en une fois. Un obstacle majeur qui a longtemps arrêté puis freiné les explorations fut celui des siphons.
En certains endroits, en effet, il n'y a pas plusieurs étages de galeries fossiles qui permettent d'éviter l'eau, mais un seul conduit au niveau de la rivière. Lorsque celui-ci est entièrement occupé par l'eau, formant ainsi un véritable verrou liquide, c'est le siphon. La plongée des siphons fut la clé qui allait permettre de poursuivre les découvertes. Le franchissement des siphons 1 et 2 dès 1965 avait permis de constater que la grotte se poursuivait en amont de la rivière, dans des conduits très vastes. Au fil des ans, tandis que la carrière détruisait en aval des centaines de mètres de galeries, les spéléologues découvraient petit à petit des kilomètres de nouvelles galeries en amont. En 1994, après franchissement de 5 autres siphons et exploration de plusieurs étages supérieurs, la grotte atteignait plus de 6 km de développement pour devenir ainsi la seconde plus longue grotte du pays. En construisant les concrétions, l'eau, le calcaire et le temps ont façonné leur œuvre avec une infinie patience. Les gouttes d'eau qui parviennent aux voûtes après un lent trajet à travers les microfissures de la masse rocheuse sont saturées de calcaire qu'elles ont dissous par corrosion au cours de leur trajet. Avant de tomber au sol, les gouttes déposent sous forme de cristallisation une partie de ce calcaire au plafond, créant ainsi les stalactites. Le reste du calcaire contenu dans la goutte cristallise au sol, formant les stalagmites. Ce calcaire cristallisé s'appelle le calcite. L'exploration des étages fossiles de la grotte est une féerie de par la profusion des cristallisations. On y trouve toutes les formes classiques de concrétion que l'on rencontre sous terre, des plus petites aux plus massives, des plus courantes aux plus rares. Ce sont les impuretés minérales présentes dans la roche qui ont produit les différentes couleurs de concrétion. Jaune, rose, rouge, vert, gris-bleu. Le blanc et le translucide proviennent quant à eux d'un calcaire très pur. Ces couleurs se sont mariées aux formes les plus diverses de concrétion. Coulées, gourds, cristaux, disques, piliers, chandelles, excentriques, fistuleuses, tuyaux d'orgue, draperies.
C'est au prix de beaucoup de rigueur, et notamment en n'hésitant pas à retirer leur équipement boueux pour ne pas souiller les lieux, que les membres du Spéléo Club de Belgique ont réussi à maintenir intacte leur découverte qu'ils protègent jalousement de toute déprédation. Pendant que vous admirez les images qui suivent, et dont la beauté ne nécessite aucun commentaire, nous allons vous décrire les principales formes de concrétion. La colonne, ou pilier, est la jonction au fil du temps d'une stalactite et d'une stalagmite. Cela peut durer de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'années. La chandelle est une stalagmite qui, par sa forme et sa dimension, évoque un grand cierge d'église. Les coulées sont dues à l'arrivée d'une percolation d'eau sur une grande largeur de paroi, déposant de la calcite en volume quelquefois très important. Certaines coulées ont plusieurs mètres de haut et de large. Parfois, à la faveur d'un surplomb, naissent de petites draperies ou piliers semblables et parallèles, créant ce que l'on appelle des tuyaux d'orgue. La fistuleuse, ou macaronie, est la première étape de la formation d'une stalactite. En se déposant à la périphérie de la goutte d'eau, la calcite crée un tube très fin et rectiligne à l'intérieur duquel descend la goutte. À la longue, la calcite cristallise et bouche le conduit. À partir de ce moment-là, l'eau circule sur la concrétion plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci et crée ainsi des formes variées. Un gour, mot venant de l'arabe gara et signifiant bassin, est une flaque sursaturée en eau calcaire. Repoussée par les remous des gouttes qui tombent dans l'eau, la calcite cristallise à la périphérie de la vasque, créant ainsi de petits barrages naturels. Le reste du calcaire contenu dans l'eau forme sur le fond et les parois des concrétions en forme de chou-fleur.
La draperie se forme lorsque l'eau ruisselle le long de la paroi avant de tomber. La calcite se dépose sur tout le trajet de la goutte, créant ces plissements semblables aux drapés d'un tissu. Les excentriques enfin ont les formes les plus folles et les plus variées, défiant les lois de la pesanteur. Leur formation est très complexe et est due à la combinaison de plusieurs facteurs tels que la présence d'un courant d'air, la capillarité, la forme que prend le cristal de calcite. Les spéléologues poursuivent toujours leurs recherches à l'heure actuelle. L'exploration de ce monde caché, mystérieux et surprenant est loin d'être terminée. Le rêve se poursuit.